Nazim Laraba, vous êtes spécialiste en médecine interne au CHU Bab-el-Oued, ex-Mayo, bonsoir. Bonsoir. Un début d'année, comme je disais à l'instant, marqué un peu par cette quatrième vague, voire cinquième vague, si on parle de l'Omicron. Quelle est la situation au niveau du CHU Bab-el-Oued en ce moment, professeur Laraba? Alors on constate une élévation des consultants, déjà qui présentent le Covid, et des hospitalisations. Mais il est vrai que je pense qu'on est à l'amorce d'une nouvelle vague. Nous, ce qu'on se pose sur le terrain comme question, c'est que est-ce que Omicron y est pour un peu, beaucoup. Il est vrai que l'Algérie séquence très peu et que parmi nos patients, il n'y a pas de séquençage de fait. Néanmoins, on peut d'ores et déjà dire que on est passé, nous, à Bab-el-Oued, de 2 services dédiés au Covid à 5 en l'espace de 15 jours. C'est dire tout ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons eu des instructions pour ne refuser aucun malade, pour ne pas dire on est complet, et d'ouvrir au maximum les services. Et on constate que cette politique mène à la fermeture des services pour des pathologies hors Covid et l'ouverture de ces mêmes services pour le Covid. Donc notre activité en est impactée. Beaucoup. Pourtant cette vague plutôt, on a prévu des hôpitaux spéciaux dédiés à la Covid, 5 hôpitaux. On pensait que ça allait peut-être justement éviter ces contraintes pour les autres maladies, c'est-à-dire ce qu'on a appelé jusqu'ici les victimes collatérales de la Covid. Il est vrai qu'il y a des hôpitaux qui ont été dédiés à la Covid. Au Covid, 100% Covid, mais sur le terrain, on voit que même les autres hôpitaux sont impactés. Et donc je pense que là, même les chiffres officiels, on voit qu'il y a une courbe qui se dessine, qu'on va vers la montée. La question qu'on se pose, c'est que est-ce que Omicron, on sait qu'il est déjà présent en Algérie, on sait qu'il y a des cas, est-ce qu'il va remplacer le Delta, avec quelle cinétique? Mais au jour d'aujourd'hui, il est vrai que sur le terrain, on constate déjà une augmentation, une forte augmentation. Absolument. On parle en tout cas c'est le chiffre donné par l'IPA, à l'Institut Pasteur, on parle de 16 cas d'Omicron. Vous êtes là justement pour faire écho de la situation au niveau des hôpitaux, qui peut être plus représentatif et nettement représentatif de la situation épidémiologique actuellement. Justement, j'ai envie de vous dire, professeur Laraba, aujourd'hui on recense de par le monde à peu près, en tout cas c'est les chiffres de l'OMS, 2 millions de cas par jour, cette dernière semaine, ce qui équivaut à une explosion de contamination. C'est du jamais vu depuis la déclaration donc, de la Covid-19 en 2019 en Chine. Comment vous accueillez cette vague? Est-ce que ça vous fait peur de voir quand même tout l'affolement de l'autre côté de la Méditerranée? Non, je ne pense pas qu'on soit affolé, on est juste préoccupé. Pas nous. Non, je parle dans les pays où, dans les pays, avoir quand même toutes les mesures qui sont prises. Voilà presque 2 ans que le monde fait face à une pandémie. Bientôt 3 ans. Bientôt, on va entamer notre 3e année. Et il est vrai que on se sent un peu démuni. Il y a des batailles qui sont perdues, notamment, je me rappelle, la première année, on disait il faut absolument que l'épidémie ou la pandémie s'arrête et que le vaccin venait à répondre à ce type de préoccupation. Une fois qu'il y aura le vaccin, on arrêtera la pandémie, il n'y aura plus de vagues. Et on se rend compte que vaccin... Finalement non. Finalement non, mais il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir dans le sens où on sait que le vaccin a une protection individuelle. Peut-être pas collective, mais individuelle. Je m'explique. C'est qu'on sait que le vaccin aujourd'hui, quel que soit le type de vaccin, va réduire le risque de décès, d'hospitalisation dans des services de réanimation, d'hospitalisation dans des services d'hospitalisation un peu pas froid, mais qui nécessitent un minimum d'oxygène. Le vaccin individuellement protège. Aujourd'hui, on dit en tout cas... Oui. Alors aujourd'hui, on dit justement que cette explosion de contamination n'est pas corrélée avec le nombre de décès, justement. Il est vrai qu'il y a un découplage entre de par le monde, je ne parle pas en Algérie, entre le nombre de contaminations et le nombre d'hospitalisations. On voit que les 2 vagues ne sont plus parallèles comme c'était dans les précédentes vagues, j'allais dire, les deux chemins qu'on voit entre le nombre de contaminations. Et ça, c'est la grande victoire des vaccins. Sauf qu'il faut revenir sur la philosophie de dire le vaccin permettra d'éradiquer le Covid. Je pense qu'il faut s'apprêter à vivre avec. Peut-être qu'on a l'Omicron qui est là, qui est beaucoup plus contagieux que le reste. L'Omicron, c'est le 15e variant. Il est venu, pour tous les variants significatifs,
préoccupants ou d'intérêt, on leur a donné des noms, l'alphabet grec, et l'Omicron, pour nous, voilà un variant extraordinaire qui a fait le tour de la planète plus vite que le Delta, alors que le Delta pour nous était quelque chose déjà très contagieux. Et l'Omicron, au jour d'aujourd'hui, les peu de données que nous avons, c'est des données sud-africaines et des données anglaises qui disent, voilà, attention, il est très très contagieux, mais il semblerait, je parle au conditionnel, il semblerait qu'il soit un peu plus bénin. Ça ne veut pas dire qu'il ne tue pas, et ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas hospitaliser, mais il semblerait que Omicron, au jour d'aujourd'hui, vous dites affolé, non, préoccupant. Pour nous en Algérie, je vous dis, nous, en tant que cliniciens, en tant que personnel soignant qui font face à la pandémie, bien malgré nous, on aurait aimé faire autre chose, mais quand on voit Omicron venir, on a très très peur. On a très très peur de Delta bis. Le manque d'oxygène dans les hôpitaux, le manque de place, le manque de services de soins qu'on offre aux patients. Il ne faut pas se leurrer. Je sais que pour le Delta... Mais aujourd'hui, si vous permettez, professeur Laraba, aujourd'hui, on dit toujours que c'est le Delta qui est dominant. Vous le voyez quand même en termes de prise en charge, c'est-à-dire ce sont les mêmes besoins peut-être que la troisième vague, on a besoin toujours d'oxygène, il y a des gens, comme disait professeur Douagui, les réanimations sont occupées pratiquement à 100%. Je rejoins M. Douagui pour dire que nous avons un système de santé défaillant, pas parfait, mais en termes de réanimation, défaillant. On a besoin de lits de réanimation, de beaucoup plus de lits de réanimation. Ça veut dire que, je ne parle pas de Delta, mais même si Omicron paraîtrait plus bénin, je ne pense pas qu'on puisse faire face aux demandes de lits de réanimation si ça tend à augmenter. Au jour d'aujourd'hui, l'Algérie, je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous voient bien que pour le Delta, il y a eu énormément de patients qui étaient traités chez eux à la maison, comme si c'était une hospitalisation à domicile, qui ne disait pas son nom. Et que malgré ce que les médecins, les soignants, les infirmiers et même les directeurs d'hôpitaux, ils ont mis en œuvre beaucoup de choses et pourtant c'est resté insuffisant. Nous avons très peur de ce... En termes de personnel aussi soignant, on a aussi un problème là-dessus quand on parle de lits de réanimation. Est-ce qu'on a suffisamment de personnel aussi qui pourrait répondre à cette demande également ? Vous voulez dire, est-ce qu'on a assez de réanimateurs? Est-ce qu'on a des infirmiers de réanimation? Infirmiers de réanimation, réanimateurs. Je ne pense pas qu'on puisse faire face à... On ne peut pas, d'une baguette magique, former un médecin réanimateur qui demande 11 ans de formation. C'est sûr que non. Mais il s'agit ici de déjà commencer par ouvrir d'autres services. Je rejoins M. Douagui pour dire, au jour d'aujourd'hui, les besoins sont tels que, d'abord, on ouvre des services et des lits avec une compétence... avec des moyens. On fait appel aux personnes conformes. Je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de médecins qui sont au chômage. On forme certes pas beaucoup pour les besoins, mais il y a aussi beaucoup de médecins qui sont sur la touche. Oui, on avait parlé à un moment donné aussi de la récupération de certains médecins qui seraient à la retraite également et qui étaient prêts à participer à cet élan de solidarité, j'ai envie de dire, parce que c'est un contexte un peu particulier. Alors à voir, aujourd'hui, on disait tout à l'heure que nous n'avons pas malheureusement suffisamment de capacité de séquençage pour savoir quels sont les variants dominants. On sait aujourd'hui que c'est le Delta, mais dans quelques temps et dans très peu de temps, peut-être que l'Omicron sera le dominant. Est-ce qu'on peut le savoir sur un plan clinique déjà, professeur Laraba, en regardant déjà le profil des malades, si le variant a changé? Il n'y a aucun profil clinique qui différencie les deux variants. Il n'y en a aucun. Il y a des petits signes. Il y a des petits signes. On dit qu'il y a plus de rhinite pour le variant Omicron, mais on ne peut pas dire que s'il n'y a pas de rhinite, ce n'est pas l'Omicron, ou bien s'il y a une rhinite. Donc il n'y a pas de signes très spécifiques pour différencier les deux. Il faut, si on doit développer pour le variant Omicron, par rapport aux autres variants, c'est le variant qui porte le plus de mutations sur la protéine qui est utilisée pour le vaccin. On parle d'une trentaine, voire une cinquantaine. Il est préoccupant. Parce que si on doit le comparer au Delta, où il n'y a que 2 mutations portées sur la protéine qui sert à fabriquer le vaccin, pour Omicron, il y a 32 mutations. Et donc l'inquiétude était grande quant à l'efficacité des vaccins vis-à-vis d'Omicron. Est-ce que nos vaccins, à nous, je parle Sinovac, Sputnik, Astra ou maintenant Johnson & Johnson, donc le Janssen, est-ce qu'ils restent efficaces? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de données. Donc autant
il y a des données qui sortent et qu'on lit pour Pfizer et pour Moderna, autant pour nos vaccins à nous, on ne sait pas. Donc ça nous rend... Et encore, même pour les autres vaccins, alors on avait parlé d'une possibilité d'échappement à l'immunité il y a un échappement dans le cas de il est vrai Omicron. qu'en termes de protection, on avait craint Absolument. pour Pfizer, mais bon, c'est pas notre histoire, nous, Pfizer et Moderna, vu qu'ils ne sont pas disponibles en Algérie. Mais cet échappement immunitaire, c'est ce qu'on craint, nous, pour nos vaccins à nous. L'échappement immunitaire touche aussi les infectés. Ça veut dire que si j'ai été infecté par l'alpha, Absolument. Si j'ai été infecté en 2020, je ne vais pas dire alpha pour que les gens comprennent, si j'ai été infecté en mars 2020, est-ce que j'ai plus de chances d'être réinfecté aujourd'hui? Je vais lui dire oui. Oui, plus de risques d'être réinfecté. Si on a été infecté par exemple en juillet 2021, alors le Delta protégerait plus. C'est-à-dire que l'infection en juillet-août, on est mieux protégé pour l'Omicron par rapport aux autres variants. Et pour le Delta, déjà, pour le Delta, est-ce qu'on est protégé? Non, on n'est pas protégé. Non, on n'est pas protégé du tout. C'est pour ça que j'invite... Même si on a déjà été infecté par le Delta? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, l'infection de Delta ne protège pas à 100% d'Omicron. Aujourd'hui, il faut dire aux gens qui disent j'ai été infecté donc je suis protégé, c'est comme si j'étais vacciné. Non, il faut se faire vacciner, malgré le fait d'avoir été infecté, d'avoir une forme légère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a fait un Covid léger, même s'il reçoit une autre infection, ça sera léger dans tous les cas. Non, n'oubliez pas que son système respiratoire a déjà vécu le Covid. Ça veut dire peut-être détruit partiellement. Est-ce qu'il sera en capacité de supporter notre infection? Peut-être pas. Donc j'invite tous les infectés non vaccinés à se faire vacciner. Ne pas se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Protégés. On disait tout à l'heure qu'il y a aujourd'hui 5 hôpitaux qui sont dédiés à la Covid. Vous disiez que néanmoins, vous êtes quand même mobilisés. Concrètement, qu'est-ce que cela a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose? Et puis aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des mesures concrètes qui ont été prises au niveau des hôpitaux pour faire face à cette nouvelle vague et pour ne pas tomber justement dans les mêmes erreurs qu'on a vécues de par le passé? Malheureusement, je vais parler pour nous à Mayotte. On ne sent pas la différence entre juillet et aujourd'hui. Je ne parle pas de juillet 2021, je parle de juillet 2020. C'est-à-dire qu'il est vrai C'est-à-dire en termes, par exemple, de moyens d'oxygénation ou de traitements anticoagulants, tous les traitements, j'ai envie de dire, dont on a besoin, par exemple, dans la prise en charge d'un malade Covid. Aujourd'hui, pour la maladie, pour le Covid hospitalisé, il y a des besoins médicamenteux, il y a des besoins en oxygène. Aujourd'hui, les besoins sont remplis. Mais je vous rappelle que pour le moment, en termes d'hospitalisation, on n'a pas atteint le pic de juillet-août pour le Delta. Mais concrètement, en termes de dotation ou de ce que vous voulez, on ne voit pas la différence. En termes d'organisation, par exemple, est-ce qu'il y a une meilleure coordination entre les hôpitaux? Non, du Parce que ça aussi, c'est problématique. Je pense qu'un médecin, tout à l'heure, professeur Douagui disait qu'on ne peut pas refuser un malade. Alors si on arrive justement au pic, c'est ça le risque, c'est qu'on risque de refouler des malades. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a, par exemple, un système de coordination qui est établi entre les hôpitaux où on peut orienter les malades lorsqu'il n'y a pas de place? Ce système-là est très compliqué à mettre en place. Bien sûr que dans un monde idéal, il est vrai qu'un malade qui arrive et qui ne trouve pas de place d'hospitalisation, normalement, l'hôpital qui l'accueille en premier doit se débrouiller pour lui trouver une place dans un autre hôpital. Ça, c'est dans un monde idéal. Mais malheureusement, ici, ça ne se fait pas, madame. Malheureusement, ça ne se fait pas. Est-ce qu'il y a plus de moyens qui sont donnés pour diriger les malades? Non. Mais il est vrai que les premiers à souffrir sont les personnels soignants qui font face à la détresse des malades, mais surtout les malades. Parce que le malade qui trouve porte close et qui passe son temps à papillonner d'urgence en urgence de tel service ou tel hôpital, il est vrai que des fois, on nous demande de donner ce qu'on n'a pas. Quand on dit il n'y a pas de place, ou bien il n'y a pas de source d'oxygène, ou il n'y a pas d'oxygène, il faut qu'on nous met face. C'est-à-dire que la personne qui est de garde, le plus souvent un jeune médecin, je vous rappelle, résident dont la formation est amputée depuis 2 ans, on lui demande de dire la vérité qui ne se dise pas ailleurs, ni sur les plateaux, ni par nos politiques. Il est vrai que on met trop de pression sur ce jeune médecin. Et il fait face à la population qui se retrouve démunie parfois. Démunie. Absolument. Et puis il est vrai que des fois,
Je parle pour nous, Babelwed, il y a une bonne volonté. Il y a une volonté de l'administrateur, je parle de la direction, il y a une bonne volonté des médecins, des infirmiers, des agents. Il y a une volonté qui malheureusement ne suffit pas. Il n'y a pas assez de moyens. C'est clair. Je fais un appel pour les assises, parce qu'apparemment, demain, il y a on appelait ça le séminaire de modernisation de la santé. Ça se tient donc demain après-demain. J'ai bon espoir que cet appel soit entendu, pour essayer de voir qu'il y ait plus de coordination entre les hôpitaux pour hospitaliser et plus de moyens, moyens matériels. Oui. Alors, vous me disiez donc qu'on est au début de la vague, donc vous n'êtes pas à 100% aujourd'hui. Non. Quelle est la part des personnes admises en réanimation? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui admises en réanimation? Je vais vous donner les chiffres en termes en pourcentage. Il y a énormément. Nous, dans le service, par exemple, c'est à peu près le tiers des malades qui devraient être mis en réanimation qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas, faute de place. Et vous savez, en réanimation, il est très difficile de sortir un malade de réanimation parce que le malade, lorsqu'il est intubé, ventilé, ou lorsqu'il a besoin de soins un peu plus soutenus, un peu plus intensif il est très difficile de dire hop, on arrête, on va admettre. C'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué. On se retrouve avec des problèmes d'éthique. Par exemple, un homme de 36 ans pour qui on n'arrive pas à trouver de place en réanimation, faute de place. Oui. Le réanimateur, il donne tout ce qu'il peut, mais on ne peut pas lui demander ce qu'il n'a pas. Oui. Est-ce qu'on peut parler aussi de profil des personnes admises en réanimation, peut-être pour rappeler l'intérêt de la vaccination, parce qu'on rappelle aujourd'hui qu'il y a 13 millions de doses en Algérie qui sont toujours en attente et qui risquent d'arriver à péremption. C'est déjà arrivé. Je pense qu'il y a eu un millier de doses à Oran de l'AstraZeneca qui ont été carrément jetées. M. Dogui avait donné un exemple où il dit « j'ai des malades qui sont sous 30 litres d'oxygène et qui malheureusement, on ne trouve pas de place de réanimation. Les besoins en oxygène, à un moment donné, lorsque vous mettez, même si vous avez 2 sources d'oxygène qui donnent 2 x 15 et que vous rajoutez un concentrateur et tout, vous avez un malade qui va se fatiguer. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être sédaté, mis au repos. Il y a une intubation de repos qui se fait. C'est-à-dire qu'il doit se mettre en place. Sinon, même si vous donnez beaucoup d'oxygène, vous allez vous retrouver avec un malade qui, au bout de quelques jours, va se fatiguer et va décéder en raison de la fatigue. Il y a un point aussi très important sur lequel j'aimerais vous faire réagir. Ce sont les informations données par le DG de l'IPA et de beaucoup en tout cas d'immunologistes. Aujourd'hui, on voit en Europe que le pic justement de la vague est arrivé très rapidement. Il y a eu une explosion, comme nous disions tout à l'heure, de contamination. Ce schéma ne sera peut-être pas le même chez nous, heureusement ou malheureusement. C'est à vous de me dire, parce que quand la population n'est pas vaccinée, la vague va s'étaler sur le temps et on risque donc de ne pas voir rapidement le pic arriver. Non, je ne crois pas Je ne crois pas que le fait de ne pas être vacciné va jouer sur la rapidité de transmission. Oui. C'est-à-dire que le fait de ne pas être vacciné... Ça, ce sont les propos du DG de l'IPA. Je donne mon propos à moi. Oui. Quand on n'est pas vacciné, on est plus à risque de faire des formes graves et d'être hospitalisé. Lorsqu'on a une vague Omicron qui va nous toucher, on ne peut pas l'éviter. Elle va nous toucher, on ne sait pas, nous... Est-ce que le découplage, vous vous rappelez, on parlait de découplage entre la contamination et l'hospitalisation, que ce soit en réa ou ailleurs. Est-ce que ce découplage-là sera important ou pas? Est-ce que l'écart entre les contaminations sera aussi important en Angleterre, en France ou en Espagne que chez nous? Je vous rappelle que chez eux, en termes de couverture vaccinale, ils sont à 80% et plus. Alors que chez nous, on est comme 13%. 13%. Voilà. Donc à partir de là, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de mieux que, ou bien d'équivalent. Il me semble que ça va monter très vite, beaucoup plus vite que le Delta en juillet-août, et que les besoins d'oxygène qui étaient déjà pas remplis en juillet-août seront beaucoup plus accrus dans un temps beaucoup plus limité. Mais peut-être que ce sont des formes qui ne vont pas nécessiter une prise en charge avec des soins justement d'oxygène. Ah non, vous ne pensez pas? Non. Parce que l'Omicron, apparemment, ça ne touche pas forcément, c'est pas forcément une infection pulmonaire. Le peu de données que nous avons, vous parlez de valeur relative. Ça veut dire que relativement, il y a moins de cas graves
que pour le Delta. Sauf que l'Omicron va toucher plus de monde en un temps beaucoup plus limité. Donc en valeur absolue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 100 malades par jour, j'ai schématisé, et qu'il y a 5% qui ont besoin de réa pour le Delta, pour l'Omicron, ça ne sera pas 100 malades par jour, ça sera peut-être 500. Donc 5 fois plus. Je vous disais ça parce que quand même, alors il y a des chiffres qui disent par exemple qu'au Danemark, par exemple, en 5 semaines, on parle de 5 personnes admises en réanimation, par exemple. Bon, vous allez me dire que c'est un pays, encore une fois, une couverture vaccinale beaucoup plus importante que la nôtre. Et un lit d'hôpital, je parle de nombre de lits de réanimation par tête d'habitant, on va dire, par habitant, beaucoup plus important que nous. Oui, mais ils n'en ont pas eu besoin finalement, parce qu'on parle de 5 personnes admises en réanimation en 5 semaines, avec une explosion. Ils avaient quelque chose comme 200 000 contaminations. Je vais vous dire, pour schématiser encore plus, parce que nous, médecins, on a toujours le nombre de lits à Alger n'a pas bougé depuis 30-40 ans. C'est vous dire, 30-40 ans, là où sa population est passée de 2 millions à plus de 10, voire 12. Absolument. Je parle d'Alger. Beaucoup le disent, beaucoup le prédisent. Je ne sais pas si c'est votre avis, professeur Laraba. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on devrait avoir peur justement de ces variants qui arrivent? Alors, pour rester un peu sur la vaccination, on peine encore une fois à convaincre. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part aussi que si aujourd'hui la population n'adhère pas peut-être à la vaccination, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment parlé des effets secondaires? Est-ce qu'on a suffisamment communiqué sur les effets secondaires des vaccins? Non, je ne pense pas. Parce que autant on pourrait rappeler les effets secondaires de chaque type de vaccin, mais la population, les préoccupations, en tout cas moi quand je discute avec des non-vaccinés, ce ne sont pas des personnes qui ont peur du vaccin en tant que tel. C'est des personnes qui ne sont pas convaincues par le bénéfice, en se pensant protégées, comme je vous disais tout à l'heure, mais la peur qu'ils ont vis-à-vis de la vaccination, elle n'est pas rationnelle. C'est pas quelqu'un qui va me parler de risque thromboembolique pour tel ou tel vaccin. C'est des personnes qui vont parler de stérilité, d'infertilité, alors que ça n'a rien à voir. Absolument. C'est des personnes qui vont parler de soucis d'immunité. Est-ce que lorsque je me vaccine, mon immunité va baisser? Alors que c'est totalement l'inverse de ce que doit produire le vaccin. Pour amener peut-être les gens à se faire vacciner partout dans le monde, on voit des passes vaccinaux qui commencent à fleurir un peu partout, même chez nous d'ailleurs. Il a été instauré depuis quelques temps. Qu'est-ce que vous en pensez finalement, professeur Laraba? Le pass vaccinal, est-ce qu'on devrait avancer? Alors aujourd'hui, il est appliqué dans quelques infrastructures, pas partout, mais peut-être que ça va aller crescendo. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? Qu'on devrait le généraliser? L'objectif au début, moi ce que j'en pensais, au début je parle, parce qu'il y a un cheminement de la pensée qui a fait que j'ai changé d'avis sur beaucoup de choses. Le pass vaccinal, on pensait qu'il allait enrayer l'épidémie. Force est de constater que la bataille est perdue. On ne pourra pas l'arrêter. Sur la transmission, le vaccin réduit, mais de manière qui est significative certes, mais moindre. Chaque variant qui arrive diminue le risque de transmission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis vacciné. Lorsque je suis dans une salle où il n'y a que des vaccinés, on n'est pas protégé de l'infection à 100%. Le vaccin me protège d'avoir une forme grave. Donc si je dois obliger les personnes qui sont dans une pièce, d'où le terme passe vaccinal, à être vaccinées, ce n'est pas pour empêcher que l'infection n'arrive. C'est pour empêcher que l'infection ne soit grave parmi nous. C'est tout. Avant, on disait, non, elle va réduire la transmission et on va arrêter l'épidémie. Aujourd'hui, on parle plus d'éviter un pic d'hospitalisation. C'est pour ça qu'on parlait d'immunité collective. Le vaccin allait nous donner l'immunité collective qui va faire que le virus, en arrivant dans notre pays, va rebrousser chemin et aller ailleurs, là où il n'y a pas de vaccination. Aujourd'hui, la philosophie a changé. Si on met un pass vaccinal aujourd'hui en place, c'est pour contraindre les non-vaccinés à se vacciner. Je pense qu'il y a matière, je suis médecin, je ne suis pas pour contraindre les gens à se traiter ou à être vaccinés. Mais il est vrai que cette politique-là, je peux adhérer. Parce que aujourd'hui,
convaincre et contraindre sont peut-être les deux armes à avoir pour augmenter le nombre de vaccinés. Parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'amener les gens à se faire vacciner, en tout cas chez nous, hein, il y a beaucoup de réticences. Est-ce qu'on peut parler de prévention dans la Covid? Est-ce qu'on peut, en dehors des mesures barrières naturellement, est-ce qu'on peut parler de prévention dans la Covid? Est-ce qu'on peut réellement prévenir l'arrivée de cette infection? Vous passez très vite sur les gestes barrières. Je suis de ceux qui les défendent âprement. Ça veut dire que la prévention, c'est d'abord les gestes barrières. C'est d'abord le fait de mettre son masque en toute situation. Ici, on les avait, on est en totale distanciation, mais normalement, on doit avoir le masque toujours sur soi. Éviter les lieux confinés, les lieux qui ne sont pas aérés. Être toujours en distanciation au moins 1 mètre avec la personne à qui on discute ou quoi que ce soit. Et puis... après cela, vous parlez de médicaments qui réduisent le risque. Alimentation peut-être. Alimentation peut-être. Non, mais ça n'existe pas. Ou mode de vie peut-être. Même pas. C'est soit le vaccin et les mesures barrières, c'est tout. On a des données maintenant où on sait que le vaccin, l'immunité qu'il procure, en tout cas la protection en termes de risque d'infection, je ne parle pas d'infection grave, je parle de risque d'infection, ça se réduit avec le temps. Donc finalement, on revient aux gestes barrières qui peut-être vont supplanter la vaccination. Donc je pense que si on doit prévenir, c'est de dire aux gens, mettez vos masques. Et puis je vois dans la rue ou dans les commerces, on voit bien que... Dans les lieux fermés surtout. Dans les lieux fermés, les gens ne mettent pas du tout de masques. Alors qu'on est en plein vague, hein. Voilà. Il faut le rappeler, le virus circule, on est en plein 4e vague. Merci à vous de nous avoir prêté attention.